La spécificité, en tout cas l'une des spécificités du Wu Tao, c'est de prendre l'être dans sa globalité, mais pas seulement, c'est surtout aussi dans sa sensorialité. Le Wu Tao se déploie beaucoup et en accord avec ses principes fondamentaux. La joie et le plaisir d'apprendre. Et de prendre l'être dans toute sa sensorialité et sa globalité. La biomécanique, c'est une phrase qu'on dit très souvent en Wu Tao. La biomécanique n'est pas seulement justement articulaire, elle est aussi biosentiment. Donc la petite phrase exacte, c'est le geste n'est pas seulement biomécanique, il est aussi biosentiment, donc biosensoriel. Et c'est en ça que la globalité de l'approche pédagogique du Wu Tao se décline dans tous les domaines, à la fois dans la globalité de l'être, c'est-à-dire on prend l'être et l'art corporel non pas comme un art biomécanique, mais aussi comme un art biosentiment, biosensoriel, bioénergétique, etc. Et donc c'est cet ensemble de l'être qui est pris en considération dans l'apprentissage du Wu Tao. Délicatement, on prend contact, ce que en général nous ne faisons pas dans les autres pratiques, non pas pour les comparer, mais pour nous ramener à cette sensorialité, c'est de se poser en contact les mains avec soi, sur soi. Et là, il y a quelque chose qui s'opère, une sorte de petite magie, celle de prendre contact avec quelqu'un qu'on rencontre dans une intimité. Et là, il y a tout un monde qui se déploie, parce que la sensorialité, c'est quelque chose qui s'étire au fur et à mesure, qui ne se force pas. Une fois qu'on a mis les mains sur sa poitrine, sur son cœur, sur son plexus solaire, une main sur le bas du ventre, la première chose à sentir, c'est justement être touché. Être touché par soi, faire venir dans la paume de ses mains notre sensibilité, notre intériorité. Et c'est à partir de là que le mouvement va s'animer. On pourrait croire que c'est très bizarre pour une pratique corporelle qui généralement se fait dans l'exploitation du corps, dans un corps biomécanique, mais dès qu'on a par exemple une expérience scénique, ce qui est notre cas au niveau d'un corps poétique, d'un corps théâtral, et bien là c'est justement toute la recherche va être l'expression du sentiment qui amène un geste, qui amène un déplacement, qui amène une attention, une intention. Et donc, on va être très attentif à ce que le geste ne soit, ou le mouvement ne soit pas fait par un système volontaire, par une décision, mais soit ressenti à l'intérieur et ensuite exprimé. Donc, cette écoute-là, elle existe déjà dans les arts. Et donc, je rappelle tout simplement le corps poétique, par exemple, du théâtre mouvement, qui base toute sa pédagogie sur ce principe. Et donc nous, c'est cette expérience scénique qui nous a ramené aussi qu'est-ce que doit être un art corporel. Un art corporel doit être entier, il ne doit pas morceler les personnes. Et donc un geste n'est pas seulement un geste biomécanique de musculation qui est efficace dans ce cadre-là, mais qui ne l'est pas dans un geste chorégraphique. Donc important de ramener cette idée du sentiment, de l'intention, de l'interprétation d'un geste, et que c'est ça qui est premier, c'est-à-dire c'est ça qui amène l'envie d'aller vers. Donc souvent je cite l'exemple de quelqu'un qui attend un être bien-aimé sur le quai d'une gare, et il le guette comme ça, il regarde, et d'un seul coup c'est « Ah, il pense l'apercevoir ». Et donc le fait qu'il y ait ce sentiment lié à cet imaginaire de voir l'être bien-aimé descendre du train et arriver sur le quai, eh ben, il y a tout un mouvement qui est entraîné quelque part par ce sentiment. Et là, et souvent dans les cours avec Emmanuel, on rajoute « Ah non, c'est pas lui, je me suis trompé ». Et là, il y a un affaissement, il y a un vide énergétique qui fait que le corps... Et donc ça, c'est vraiment la base reprise dans le cheminement de la pédagogie du Wu Tao. Tout à fait, ça permet aussi d'être en contact avec cette intériorité, cette mise en avant, tout ce qui fait de nous un être vivant qui va se mettre en position de se mettre en mobilité, qui va se mettre en mouvement.
c'est la porte pour éveiller l'âme du corps. On ne peut pas faire autrement, j'ai envie de dire, on ne peut pas réaliser le Wu Tao ou tout autre mouvement pour nous si tout l'être n'est pas concerné. L'être et son mystère et son sacré mystère. Là, on a fait un petit saut quantique. On parlait déjà de biosentiment, c'est-à-dire que la motilité, c'est ce qui bouge quand je ne bouge pas d'une manière biomécanique. Donc, quand je suis attentif, quand je descends dans une qualité d'écoute de mon intériorité, je vais sentir qu'il y a des mouvements d'équilibration de ma posture qui sont de l'ordre de la motilité. Mais il y a encore des mouvements plus subtils, il y a des mouvements du sentiment, des émotions, qui vont donc bouger ma forme corporelle, m'amener à des déplacements, à des envies d'aller vers, ou au contraire à me reculer, à m'en aller. Et donc ces mouvements-là sont déjà plus subtils. Et puis il y a un autre stade qui sont encore plus difficiles peut-être à percevoir, ou en tout cas qui me demandent une attention plus grande, qui commence par l'ouverture au mystère. C'est-à-dire que je ne suis pas fait que de ce que je connais de moi. Je suis fait d'un mystère. Donc la notion du sacré, la notion du fait qu'on sait au niveau physique quantique que je suis fait que de vide. Je suis plus fait de vide que de plein, à un taux de pourcentage qui est 99,999 si je me souviens bien les chiffres. Donc le principe, c'est quoi ce vide? Je m'identifie plus à cet petit espace de matière et non pas au vide et au sacré et au mystère même de ma venue au monde, de ma conception, de cette évolution du vivant. Et donc dans éveiller l'âme du corps, il y a cette place-là, c'est-à-dire j'ouvre un espace sacré. Je pose les mains sur mon cœur, mais pas mon cœur seulement organe physique, organe de chair, mais aussi mon cœur spirituel, mon cœur mystérieux. Et donc, en étant là, posé ici, en mettant cet espace-là, cette écoute-là, eh bien, cette écoute va commencer à faire une action qui est vraiment de me changer et de sentir le besoin d'une inspiration dans tout le sens du terme, pas seulement de l'air qui rentre dans les poumons, mais aussi quelque chose qui est empreint d'une notion de sacré, de mystère. Je regarde le ciel, les étoiles, l'environnement, mon enfant, mon chien, mon chat, ma compagne, mon compagnon, un être aimé, un arbre, et ma respiration d'un seul coup est imprégnée d'autre chose. C'est ça, éveiller l'âme du corps. Et c'est un point très important parce que toutes les pratiques ont plutôt tendance à s'extraire du corps pour aller toucher cette subtilité-là. Nous, on est plutôt dans une dynamique inverse qui est plutôt donc de rentrer dans le corps et de sentir qu'il y a ce mystère-là à l'intérieur même de cette chair. Ah oui, je pense qu'Immanuel va être d'accord avec moi, c'est le sentiment d'éternité. C'est-à-dire que on a perdu un sentiment d'éternité. Généralement, d'ailleurs, quand enfant, on apprend qu'on va mourir. Ça se passe par différentes étapes où on apprend la mort, que des animaux meurent, on ramasse un petit oiseau, la mort, etc. Et donc on fait cet apprentissage. Et puis un jour, il y a un moment très important, c'est qu'on apprend que nous-mêmes aussi, on va mourir. Si le petit oiseau est mort, si mon chat est mort, si mon grand-père ou ma grand-mère est morte, d'un seul coup, je réalise que moi aussi, je vais mourir. Et là, c'est une phase pour nous très spirituelle. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'enfant perd son sacré, perd ce sentiment d'éternité parce que lui aussi, il sait qu'il va mourir. Peut-être que c'est même là que s'installe une sorte de colère vis-à-vis du sacré, où d'un seul coup, je lui en veux. C'est quoi ce truc-là? Je suis en vie, et les personnes que j'aime, etc. C'est un moment complètement initiatique et très perturbant pour un enfant. Et donc, l'enfant perd ce sens de l'éternité. Et la quête du Wu Tao, c'est aussi de pouvoir le retrouver, de pratiquer, de se mettre en mouvement avec ce sentiment d'éternité. Donc vraiment, c'est ça cette notion aussi de globalité. C'est pas seulement bouger d'une manière biomécanique globale, ça en fait partie,
pourra peut-être y revenir avec toute l'anatomie des fascias qui correspond à cette partie, de cette façon de bouger. Mais là, je voudrais surtout insister sur cette idée-là que pédagogie globale, c'est aussi ça, c'est-à-dire intégrer et aller vers éveiller l'âme du corps pour réveiller ou révéler de nouveau ou retrouver ce sentiment d'éternité et bouger avec, pas bouger sans. Je dirais que bouger avec ce sacré, retrouver ce sacré est vraiment une source, c'est très ressourçant et c'est une source, et de retourner à cette source. Parce que comme le disait Paul juste avant, la perte du sacré par la perte d'un être cher, quel qu'il soit humain, végétal, animal, nous fait perdre cette relation au sacré. Et il n'y a personne qui nous la réenseigne et qui nous réensemence de ce sacré. Et donc ça crée toute une vie comme ça, hors de ce champ, hors du mystère, et que dans le Wu Tao, il y a quelque chose qui s'invite et qui va inviter justement ce sacré, ce sensible, à revenir en nous et à bouger avec, parce que notre corporalité, en fait, a soif. C'est le moment où on a rompu ce lien, j'ai envie de dire, que ce lien s'est rompu. Alors on ne sait pas trop comment, voilà, qui de l'œuf ou de la poule, mais il est important que ce lien se refasse, se recrée et se déroule dans le mouvement et dans la chair. On pourrait donner comme image le fait qu'en fin de compte, on a enfoui cette graine au fond de nous et que la terre s'est asséchée par l'oubli. Le Wu Tao, en fin de compte, on arrose de nouveau. On ne va pas mettre quelque chose, on ne va pas chercher quelque chose, etc. Non, c'est juste de remettre de l'humidité, de remettre de l'eau. Et quand on remet de l'eau sur cette terre qui est asséchée et dans laquelle il y a cette graine d'un seul coup, voilà, va pousser, va réémerger à notre conscience. Et c'est un grand changement, c'est tout doux, hein, c'est pas spectaculaire, mais ça change tout. Vraiment, d'un seul coup, on ne peut plus vivre, être en relation et pratiquer un art en continuant une relation dissociée avec soi-même et d'exploitation de notre corps. J'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai été champion du monde d'arts martiaux chinois en 1983, je sais, ça date, mais dans lequel j'étais pendant cette période-là dans une relation, non pas d'écologie corporelle, mais d'exploitation de mon corps. Je voulais que mon corps soit performant pour qu'il réponde à mes désirs de performance, de maîtrise et de compétition et de championnat. Et là, je le forçais, je ne l'écoutais pas. Et si je pousse les choses, je ne l'aimais pas, je ne le respectais pas. J'étais dans un rapport avec moi-même et avec mon corps, et je sais que ça va peut-être choquer des personnes, choquer des athlètes, des danseurs, qui sont encore dans ce besoin d'exploiter leur corps pour se valoriser. C'est un rapport qui ne demande pas l'autorisation au corps. C'est un rapport qui ne demande pas le consentement au corps. Donc on est vraiment dans une relation d'effraction, dans une relation vraiment d'exiger. Voilà, je ne suis pas, j'exige. Et j'ai vécu, moi personnellement, ce conflit-là, et avec des lumbagos, des douleurs, et où à chaque fois que mon corps se rappelait à moi-même pour peut-être justement que je reverse un peu d'eau sur cette terre asséchée, eh ben, je le vivais comme une injustice. Je le vivais encore comme une injustice de Dieu ou du spirituel ou du sacré vis-à-vis de moi. Comment ce corps ne pouvait pas répondre à mes désirs, entre guillemets, exigences que je pouvais avoir. Et donc je vivais ça comme une injustice. Pourquoi moi? Pourquoi? Jusqu'à un moment de bascule où cette interrogation m'a amené justement à, d'une manière un peu douloureuse, à me dire, il y a quelque chose m'est dit là. Et quelque chose m'est dit que peut-être il y a une autre façon d'être et donc une autre façon de bouger. Il faut même approfondir cette situation d'exploitation du corps, puisque bon, vous voyez bien par mes origines multiples
que je porte ces traces-là en moi. Donc il n'était pas question, déjà je l'avais vécu à travers la danse, qu'on pouvait exploiter un corps comme on exploite quelqu'un. Et quand on parle d'effraction, quand on oblige quelqu'un, je pense qu'il faut oser regarder et continuer et poursuivre ce qu'a énoncé tout à l'heure Paul. C'est vraiment de regarder, d'avoir ce regard d'intimité et de poser ce regard qui est franc, qui est sans détour. C'est qu'on exploite notre corps, on effractionne notre corps pour notre plaisir. Donc j'entends bien ce que ça veut dire et je vous laisse vraiment explorer par vous-même et avoir cette interrogation et qu'elle vous mène et qu'elle vous fasse cheminer jusqu'au bout. Comment je suis avec ma propre corporalité, mon propre corps, je le soumets pour le plaisir, pour mon plaisir de représentation. Et là, on n'est pas du tout dans le ressenti, dans cette expérience du mystère qui va se déployer à l'infini. Et cette plus petite partie qui est en fait la partie dont on parlait un petit peu sur ce petit saut quantique qu'on avait fait, cette plus petite partie que l'on exploite à tout prix pour être représenté dans ce domaine. Et donc on va exister à travers cette plus petite partie et on va tirer dessus, on va exiger d'elle qu'elle réponde avec une parfaite correspondance pour ce système. Or que tout se présente, c'est cet oubli de ce que nous sommes, ce mystère que nous devons bouger. Et il nous faut vraiment revenir à un temps infini et une infinie délicatesse pour rentrer dans cette compréhension que nous ne sommes pas ce que nous paraissons être seulement. Il y a tout cet invisible qui doit aussi se manifester dans cette corporalité et pas que cette partie qui est visible. Alors, originellement, non, le système volontaire est bien utile. On a besoin des deux. Donc, il ne faut pas non plus le clouer au pilori. Mais le système volontaire, généralement, c'est lui qui se met au service de l'ego, hein, de la construction caractérielle, des désirs, et des désirs de dominer, des désirs de briller, des désirs de se valoriser, des désirs de fascination, qui là, par contre, deviennent une exigence et deviennent une exploitation et non pas un rapport d'amour ou d'amitié avec soi-même et avec son corps. On n'aime son corps que quand il répond à nos désirs. En tout cas, je peux parler pour moi directement. Ceux qui se reconnaîtront, ça pourra parler pour eux. Mais je n'étais pas du tout dans un rapport d'amour, d'estime avec mon corps. Au contraire, j'étais dans un rapport vraiment d'exigence. Et je ne l'aimais, si je peux dire ça comme ça, que quand il répondait avec cette exigence. Voilà. Et dès qu'il ne répondait pas, pour X raisons, j'étais dans une colère ou dans une dépression, ça me mettait vraiment dans un état. Voilà. Alors bien sûr qu'il y a derrière des choses qui sont liées aussi au jardin de notre enfance. J'avais un père handicapé physique, donc le fait d'avoir un père handicapé physique, j'étais en lutte contre l'image et l'imprégnation du père et du corps de mon père, et il ne fallait absolument pas que je laisse un espace pour glisser vers celui-ci. C'était une angoisse et une peur profonde dont il a fallu aussi là que je me défasse de cette imprégnation, que je défroisse cette imprégnation pour pouvoir aller ensuite vers un accueil et vers l'accueil du mystère aussi que contient ce corps caché au fond dans une terre, un endroit asséché, et qu'il a fallu que j'y mette de l'humidité et non pas de la volonté, non pas de la sécheresse, non pas de l'exigence, mais peut-être une qualité beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus humide, je dirais. Alors c'est peut-être une caricature d'un homme qui parle des qualités féminines, mais en tout cas c'est comme ça que je le vis. Et c'est ce doux, ce féminin, cet humide qui a, pour moi en tout cas, permis d'un seul coup de rentrer dans une relation d'écologie corporelle avec mon être, avec ma corporalité, avec ma biomécanique, et donc que cette biomécanique d'un seul coup soit animée par du sentiment, comme dans les relations amoureuses d'ailleurs aussi. Tout simplement, on pourrait faire le petit parallèle très rapide entre une relation amoureuse, sexuelle mais amoureuse, et puis une relation pornographique. On a exactement le même décalage, et avec la même chose, système volontaire, et puis système non volontaire, imprégné de sentiments,
d'amour, voire même de sentiment d'éternité. Ça fait partie du mystère de la vie et de chaque être. On vient avec, dans ma sensation, c'est qu'on vient avec un certain bagage et qui va se déployer. La famille dans laquelle nous arrivons, les parents que nous avons comme référents, fait partie aussi de cette présentation. Donc ça fait partie intégrante de ce que nous sommes, de ce que j'étais. Il y a quelque chose chez Immanou, ses origines lui parlent. Donc elle est d'origine guadeloupéenne et porte une mémoire sur l'esclavage, sur l'exploitation, qui est beaucoup plus forte que chez moi. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Je pense qu'il y a une réponse chez les Antillais, par exemple, qui est des fois pas celle d'Immanou, qui est plutôt au contraire de se prouver et de prouver aux Blancs qu'ils peuvent s'exploiter encore mieux et arriver encore à plus de performances, et on va les voir et le retrouver en danse classique où les ballets jazz, etc. On va avoir une performance et des individus qui se sont jurés et promis de faire encore mieux. L'autre réponse, qui a été plutôt celle d'Immanou, ça a été de ne pas supporter tout ce qui pouvait être exploitation. C'est-à-dire qu'il y a donc ces ancêtres qui lui parlent dans une imprégnation très particulière, où dès qu'il y a exigence, Immanou, elle décroche, elle ne supporte pas. Et donc, dans notre rencontre amoureuse, c'est moi qui lui ai appris les arts martiaux, elle m'a appris bien d'autres choses, entre autres le théâtre au mouvement. Mais dans les arts martiaux, moi, quand j'ai rencontré Immanou et que je lui enseignais les arts martiaux, elle ne supportait pas ma façon d'enseigner dès qu'il y avait la moindre exigence. Et ça m'a fait cheminer beaucoup, puisque dès qu'Immanou chopait un mouvement, moi, j'avais qu'une envie, c'est de lui faire répéter encore et encore. Et elle me disait, non, non, c'est bon, ça suffit. Et moi, ça me déstabilisait totalement, jusqu'au moment où j'ai accepté, on a passé un contrat, et où j'ai accepté cette façon d'enseigner, et où Immanou, en fin de compte, a progressé, mais plus vite que tous les élèves que j'avais pu avoir. Parce que justement, on respectait, on était dans une écologie corporelle pédagogique, de capacité d'absorption de quelque chose, et quand c'était là, suffisant, c'était suffisant. Et donc le cours pouvait durer des fois 5 minutes. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour l'enseignant, 5 minutes, c'est fini. C'est moi qui étais frustré et qui avait encore besoin d'encore. Et Immanou, non. Et donc, j'ai réussi, avec beaucoup d'efforts, à respecter notre contrat. Et Immanou a cheminé dans les arts martiaux à une vitesse vraiment étonnante. Je voulais revenir sur ce passage. C'est quelque chose qui a été tout le temps, effectivement, comme la question était posée. Et même au plus loin que je me souvienne, dès qu'on trouvait une qualité chez moi, je faisais tout le contraire. Il ne fallait pas que je sois exploitée. Donc ça a été réel et ça a été mais ça a fait partie aussi de tout ce que nous avons mis en place dans le Wu Tao. Ça a été le terreau fertile, c'est-à-dire Paul venant jusqu'à moi dans cet espace où c'était un défi que je lui lançais, et comme moi je voulais aussi apprendre les arts martiaux, que j'y voyais une gestuelle qui était bien plus riche que celle de la danse, pour moi en tout cas, et que j'avais envie de la rencontrer, que j'avais envie aussi de tout cet espace du Tao aussi. Donc ça a été un terreau très fertile, l'un et l'autre on s'est apporté mutuellement, et ça a donné naissance aussi à cette particularité de cette pédagogie du sensible qu'a le Wu Tao, et aussi ce temps qu'on laisse de la digestion, le temps de la rencontre, le temps de prendre conscience que du système volontaire, non volontaire, où je suis, comment j'y vais, comment je rentre en relation, puisque toutes nos éducations ne sont pas faites en ce sens. Donc c'est une vraie, j'ai envie de dire, déprogrammation pour entendre et retrouver quelque chose d'inné qui est vraiment à la portée de tout le monde, mais c'est comme si on nous avait vraiment éloignés de nous tout ce temps. Et donc il faut prendre ce temps malgré tout pour retrouver ce sensible. Et donc ça a été entre nous déjà, cette rencontre. Et ça s'est fait entre nous d'abord, puis ensuite ça s'est mis et à la création, jusqu'à toutes nos créations d'ailleurs.
Et c'est un fondement, je veux dire un fondement fondamental, initial. Ça ne pourrait pas être autrement.